Donc, on va reprendre avec une deuxième présentation de Karine. On a fait travailler beaucoup aujourd'hui sur les détecteurs de fuseaux. Peut-être juste vous dire que Karine est la première auteure d'un article justement qui porte sur les fuseaux et leur détection. Donc, c'est vraiment une spécialiste des détecteurs. Elle va nous en présenter aujourd'hui. Donc, je vais la laisser présenter parce que c'est vraiment elle l'experte. Mais j'espère, bref, que l'auditoire ne restera pas sur sa faim parce que, en fait, mon but aujourd'hui, c'est surtout de familiariser l'étudiant tracé EG avec Fuseau. Donc, même si vous voulez utiliser les détecteurs automatiques, encore une fois, il vaut mieux être capable de repérer les fuseaux par vous autres-mêmes pour évaluer vos détecteurs et même possiblement en désigner un. Mais bref, ce cours-ci, je vais vous montrer des fuseaux, beaucoup de fuseaux. Je vais vous montrer le fonctionnement d'un détecteur qui n'est pas le mien, mais qui est celui utilisé dans les outils du SEAMS. Puis l'année prochaine, on vous montrera plein de types de différents détecteurs de fuseaux et leur performance. Je ne reviendrai pas sur la définition du fuseau. Je pense que Nadia l'a vraiment bien présenté. Je vais juste revenir sur les points importants pour être capable d'identifier les fuseaux. Donc, c'est certain qu'il faut regarder la fréquence. Hein. C'est entre 11 et 16 Hz. Donc, on s'attend à voir entre 11 et 16 cycles par seconde ou pics positifs par seconde, mais les fuseaux sont généralement de moins d'une seconde. Donc, on va souvent calculer les pics sur 0,5 secondes et on multiplie par 2. Donc, on s'attend à avoir entre 6 et 8 pics par fenêtre de 0,5 secondes. La durée de l'ASM, des fuseaux, de la définition de l'ASM, dit plus grand de 0,5 secondes. Dans les articles que Nadia vous a présentés, il vérifiait jusqu'à 3 secondes. Mais souvent dans la littérature, on va dire, surtout dans le monde des détecteurs automatiques, on va utiliser la définition de durée entre 0,3 et 2,5 secondes. Je vais vous guider un peu vers les segments un peu dans le bas de ma page. Je vous montre quelques exemples de fuseaux. On voit que les formes peuvent différer. OK, ici, c'est des segments de 4 secondes. On voit 0,5 secondes entre chaque ligne pointillée. Puis, le tracé en rouge serait un fuseau. Donc, on voit que la forme peut varier. Des fois, c'est un beau ballon de football. D'autres fois, il y a d'autres mélangés à d'autres fréquences. Des fois, ils sont plus longs. Mais ça reste des fuseaux valides, jusque dépendamment de la définition. Mais dans notre cas, on utilise souvent 0,3 à 2,5 secondes. Puis ici, on regarde le dernier segment, le segment numéro 5. On voit qu'il y a beaucoup d'activités sigma mélangées à d'autres fréquences, mais on ne peut pas distinguer une bouffée claire entre 0,3 et 2,5 secondes. En fait, ça serait trop difficile de savoir d'où ça commence, où ça arrête. Donc ici, on ne considère pas qu'il y a de fuseau. C'est de l'activité sigma, probablement, mais c'est comme un trop long train, ce n'est pas une bouffée. Je voulais parler aussi d'un dernier point qui ne découle pas de l'activité de l'ASM, mais que le fuseau, il faudrait qu'il soit visible sur le signal brut. Pourquoi? Simplement parce que généralement, c'est les experts, les techniciens qui vont annoter les fuseaux. Puis, ils vont souvent annoter le fuseau sur le même signal qu'ils vont annoter les stades de sommeil. Donc, c'est le signal filtré 0,3 à 30 Hz ou 35 Hz. C'est la définition de l'ASM. Exemple, le segment numéro 4 ici. On voit un gros train d'ondes lentes. C'est possible que si on filtre ce signal-là dans la bande de fréquence sigma, qu'on voit un petit burst d'activité en arrière. Mais si on ne le voit pas, si l'expert ne le voit pas sur le tracé EEG, il ne va pas l'identifier. Mais ça, c'est une définition qui peut être rejetée par certains chercheurs, c'est tout à fait correct. Mais en général, le gold standard pour les fuseaux, c'est les experts. Puis donc, on s'attend à être capable de voir le fuseau sur le tracé EEG pour dire que c'est un fuseau. Voilà. Donc, maintenant que vous avez été initié au fuseau, on va vérifier en fait, on va essayer de vous donner le goût d'essayer d'identifier des fuseaux. Donc, ici, je vous présente deux segments de tracé EEG sur l'électrode centrale, donc où on voit généralement plus amplement les fuseaux. C'est un segment de 23 secondes, on voit 0,5 secondes entre chacune des lignes pointillées. Donc, on va vous poser la question à travers un petit sondage Zoom. Juste nous identifier le nombre de fuseaux que vous voyez dans ces deux segments.
J'espère que vous êtes capable de voir le segment au complet. Donc, entre 0 fuseau et 7 fuseaux. Sur le premier exemple seulement, la première ligne. C'est ça? Oui, pardon, sur la première ligne. L'exemple 1, et on va faire un deuxième sondage, Hélène, Nadia, pour le deuxième segment. Oui, c'est parfait. Donc, il n'y a pas de réponse unique. C'est juste pour que vous vous concentriez sur le tracé et que vous essayiez d'identifier vous-même les fuseaux. Je pense que c'est un exercice super important si vous voulez ensuite être capable d'analyser vos fuseaux dans vos études. J'attends un peu parce qu'il y a encore des personnes qui répondent, donc je vais... On est à 74% de personnes qui ont voté. C'est à peu près le même taux de vaccination qu'on a au Canada de la première dose. Et qu'on met toujours un plateau à 74. Là. Bon, je pense que c'est bon parce que je pense que je suis pas sûre qu'on peut voter les personnes qui sont animateurs du groupe. Donc, je mets fin au vote, puis je vais vous partager les résultats. Donc, vous voyez les résultats? Oui. Donc, on voit que 64% des personnes qui ont indiqué qu'il y avait 3 fuseaux, il y en a quand même 16% qui ont indiqué qu'il y en avait 4. La personne qui a indiqué qu'il y en avait 7, ben, je ne veux pas qu'elle se sente outlier, mais elle l'est un petit peu. Mais donc, je vais arrêter le partage. Mais c'est anonyme, on ne voit pas vos noms. Donc, vous pouvez répondre ce que vous voulez. Il n'y a pas de gêne. Parfait. Karine, je te laisse poursuivre. Ah, pardon, mais je pensais que tu voulais le faire pour le deuxième tout de suite. Ah oui, on peut le faire tout de suite. Ça va être réglé après. Ben, je peux faire un back and forth dans la présentation, mais... Non, ben c'est bon, je viens de remettre un deuxième sondage, donc vous pouvez maintenant participer pour le deuxième segment maintenant. Deuxième segment. Il n'y a personne qui va être évalué, c'est juste pour vous inciter à regarder. C'est intéressant parce que le premier, on voyait qu'il y avait un bon consensus. On va voir que le deuxième, il a un petit peu moins le consensus là, de ce que je vois. Là. Ben, à l'œil, on pourrait se dire que le consensus devrait être un peu plus faible. Oui, il est moins facile le deuxième exemple. OK, je vais mettre fin au vote maintenant. Donc voilà, on a 38% donc, qui s'entendent pour dire qu'il y a 4 fuseaux. Mais on voit qu'il y en a plusieurs qui pensent qu'il y en a 3, puis d'autres 5%. Donc, c'est pas simple à savoir combien il y a de fuseaux dans cette page-là. J'arrête le partage. Okay. Est-ce que tu nous donnes les réponses, Karine? Oui, ben, je vais vous donner une analyse. Il n'y a pas de réponse unique dans la vie. Okay. Pas de réponse courte. Donc, je vous présente ici le signal que je vous ai montré initialement. Ensuite, je vous montre le signal filtré dans la bande sigma. Donc, on voit très bien ici des bouffées d'activité sigma qui étaient visibles sur le tracé G du signal brut. Ce que je vous présente en haut, c'est les annotations de 5 experts qu'on a récoltées dans notre étude MODA qui a été publiée en 2020. Donc, on avait demandé aux experts d'identifier des fuseaux dans des segments, puis ils étaient confrontés un peu à la même tâche que vous, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas le montage au complet, ils pouvaient naviguer de quelques époques, mais ils ne pouvaient pas naviguer à travers la nuit complète. C'était juste ça. Donc, on leur a demandé ça et on leur a aussi demandé non seulement d'identifier le fuseau, genre le début et la fin du fuseau, mais on a aussi demandé de nous indiquer leur degré de confiance. Donc, en vert, ils étaient très confiants qu'il y avait un fuseau, en jaune un peu moins, en rouge encore moins. Mais ce qu'on voit ici, j'ai aligné les annotations avec le signal, qu'on voit comme quel début et quelle fin les experts ont marqué. C'est qu'il y a un fort consensus à travers les experts, que la majorité des experts ont marqué 3 fuseaux, puis même la longueur est essentiellement la bonne. Ce que j'écris, le tracé noir ici, c'est le consensus. En fait, on a moyenné le score qui était attribué à travers tous les experts, puis on a seuillé à un certain niveau de consensus pour trancher, dans le fond, pour décider est-ce qu'on accepte ou non le fuseau. Est-ce que le consensus à travers les experts est assez? Donc voilà, ici, ça serait 3 fuseaux. Le consensus à travers les experts est relativement élevé.
Je vous présente maintenant le deuxième tracé que je vous ai présenté. Même chose, on voit le signal filtré en sigma. Donc, on voit que les deux premières bouffées d'activité sigma, c'était vraiment les plus amples et c'est celles qui étaient le plus visibles sur le tracé EG. Ensuite, on voit que d'autres segments où il y a peut-être il y a manifestement un peu d'activité sigma, mais est-ce que c'est suffisant pour le marquer? Est-ce qu'ils sont assez longs? Là, si on regarde le marquage des experts, c'est le même concept. On voit que les deux premiers fuseaux, le consensus est très élevé, là, tous les experts ont marqué. Ensuite, on a un expert qui est très sensible. Comme on dit, il va marquer tout ce qui est possiblement un fuseau, même parfois avec un fort degré de confiance. Mais tout est justifiable. Je veux dire, ce détecteur, cet expert-là, il est juste plus sensible, il va marquer plus de fuseaux, mais c'est lui qui marque tous les sujets d'une même cohorte, ça reste valide. Donc, il ne faut juste pas utiliser, je pense, deux experts pour deux cohortes différentes, mais à travers les experts, le consensus est très élevé. Puis, on voit le dernier fuseau aussi, que le consensus, malgré qu'il n'était pas aussi fort que les deux premiers, était relativement élevé, c'est-à-dire suffisamment pour qu'on accepte le fuseau dans notre étude. Il faut qu'on mentionne qu'un fuseau, c'est rare, c'est un événement rare dans un enregistrement G. Si plusieurs experts se sont arrêtés pour dire « il y a probablement un fuseau ici », on jugeait que c'était suffisant pour accepter le fuseau. Mais tout est suffisant. Donc, voilà pour les réponses. Maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples, d'autres pages d'enregistrement où il y a plusieurs bouffées d'activité, des événements oscillatoires qui peuvent venir troubler l'œil. On peut se demander est-ce que c'est un fuseau ou pas. Je vais vous montrer la même page, mais avec, comme par exemple ici, c'est assez évident qu'on voit des événements oscillatoires là. La fréquence est nettement plus élevée que d'autres événements oscillatoires comme ici. Si on prend un événement et qu'on dilate l'échelle temporelle et qu'on se met à compter le nombre de points, ou sinon on peut le faire avec des outils. Ici, on se rend compte que c'est des bouffées bêta parce que la fréquence est plus alentour de 30 Hz. Par rapport à ici, les événements qui étaient ici, c'est vraiment du 16 Hz. Donc, ce serait vraiment des fuseaux. Donc, ici, c'est des fuseaux. Ici, c'est des bouffées d'activité bêta. Mais l'histoire, les experts vont toujours utiliser la même échelle temporelle pour annoter. Donc, leurs œils sont vraiment rendus sensibles ils ne vont pas nécessairement compter les pics pour savoir si c'est à 16 Hz. Des fois, ils vont utiliser des outils, mais généralement, leur œil va juste bien capter la bonne oscillation. Ici, c'est un autre exemple de page où on voit plein d'événements oscillatoires. Par exemple, on voit une série ici d'événements oscillatoires et une autre ici. Cette fréquence-là est plus basse qu'elle. Si on regarde plus en détail, en effet, ici, c'était des fuseaux, mais ici, c'était des bouffées d'activité alpha. Parce que c'est une fréquence à 17. Donc, Nadia a déjà présenté les caractéristiques qui nous intéressent dans les études sur les fuseaux. Mais je vais essayer d'aller un petit peu plus en détail, juste pour vous donner un peu plus d'aspect technique. Donc, c'est vrai, les fuseaux sont généralement analysés dans le stade 2 du non-REM, mais parfois, ça va prendre le stade 3, des fois tout le non-REM. Donc, on va s'intéresser au nombre de fuseaux qu'un sujet est capable de générer à travers une nuit dans son stade. Mais on va généralement plus s'intéresser à la densité. C'est le nombre de fuseaux, mais qu'on divise par le nombre de minutes du stade qui nous intéresse, souvent le stade 2. Puis, on va généralement rapporter les caractéristiques de fuseau, mais moyennes par sujet. Donc, on va donner l'amplitude moyenne de tous les fuseaux pour un sujet. C'est ça qu'on va rapporter à travers la courbe. Donc, une valeur par sujet pour chaque caractéristique qui nous intéresse. Pour ce qui est de l'amplitude, on va juste dire l'amplitude du fuseau. Mais si je vous guide sur le premier tracé G ici de 4 secondes, je veux dire, le fuseau, c'est une composante oscillatoire. Si on prend la moyenne des amplitudes, ça va être près de 0. Donc, ce qu'on fait, c'est généralement, il y a plein de méthodes de rapporter l'amplitude, mais comme nous, on l'a calculé, parce que j'ai vu souvent dans les publications, quand ils mentionnent comment ils l'ont fait, c'est qu'ils vont filtrer dans sigma, puis ils vont présenter soit la valeur maximale de l'amplitude du fuseau, pic à pic. Donc, ils vont prendre la valeur maximale en 2 pics consécutifs, ou ils vont prendre le signal filtrant sigma, prendre la valeur absolue,
Donc, il n'y a plus de zéro. On prend juste les valeurs, les valeurs négatives deviennent positives. Puis, on va prendre la valeur maximale. Étant donné qu'un fuseau, c'est généralement symétrique, bien, la valeur absolue va être 2 fois plus petite, grosso modo, que la valeur péquinte. Voilà. Une autre caractéristique intéressante, c'est la durée. Mais ça, c'est simple. On va juste moyenner toutes les durées de l'ensemble des fuseaux pour un sujet pour avoir une valeur moyenne. Nadia a aussi introduit le concept. Karine? Oui. Petite question, quand tu parles de la durée, il faut savoir quand est-ce qu'il démarre et quand est-ce qu'il se termine. Comment est-ce que ben, c'est soit on est basé sur la détection de l'expert, le marquage de l'expert, sinon c'est propre à chaque algorithme. Normalement, c'est un seuil qui va décider si puis chaque algorithme va avoir en général, va mesurer en général les fuseaux soit plus courts, soit plus longs que les experts. C'est propre à l'algorithme. Merci. Okay. Donc, Nadia, elle avait déjà parlé de la fréquence du fuseau, pas l'occurrence du fuseau, mais plutôt la fréquence oscillatoire à l'intérieur du fuseau. Là aussi, les gens vont rapporter dans les publications la fréquence d'oscillation, mais ils ne vont pas nécessairement expliquer comment ils l'ont calculé, puis on a vu des différences notables. Là, je vous présente 2 façons qu'on a vues qui étaient relativement robustes, puis qui étaient souvent utilisées. On prend le fuseau. On le filtre dans la bande de fréquence 11-15 Hz. Ici, ça dépend d'une étude à l'autre. Ils vont prendre une bande de sigma qui peut différer. Puis, une des façons, c'est de rapporter la fréquence moyenne à travers le fuseau en calculant de manière interbatique le nombre de pics positifs du fuseau divisé par la durée moyenne. Donc, ça fait la fréquence moyenne. Dans ce cas-ci, on avait une durée de 0,75 secondes, puis on avait 10 pics, donc ça fait 13,13 Hz. Sinon, on peut présenter aussi la fréquence dominante. Donc, c'est la fréquence où l'énergie est la plus élevée à travers le fuseau. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va prendre le fuseau, on va le filtrer dans la bande sigma, puis on va calculer la FFT, comme la phase Fourier transform, ce que Jean-Marc a présenté durant les 2 derniers cours. Puis, on va souvent ajouter du zéro padding, des zéros avant et après, pour avoir une meilleure résolution fréquentielle. Donc, la seule énergie qu'on calcule, c'est celle du fuseau, parce que le reste, c'est du zéro. Ça nous permet d'avoir une belle résolution fréquentielle. Puis, on va vérifier à quelle fréquence on voit l'énergie maximale. Dans ce cas-ci, ce fuseau-là, j'avais calculé, c'est 13 Hz. Donc, la fréquence moyenne serait 13,3 Hz, la fréquence dominante, 13 Hz. Peut-être que la fréquence dominante, c'est une meilleure métrique, juste parce qu'elle est probablement un peu plus précise que calculer le nombre de pics, parce que, tu sais, on n'est pas... Dépendamment des détecteurs, on va inclure ou exclure un pic, puis ça va changer la fréquence, puis c'est purement méthodologique. Voilà. Donc, maintenant, je voulais un peu parler des détections automatiques des fuseaux de sommeil. Est-ce que tu me permets de faire un petit commentaire ici? Ben oui. Parce que cette histoire de fréquence, c'est intéressant parce que ni toi ni Nadia n'allez parler d'un sujet que personnellement je trouve controversé, mais que les étudiants vont rencontrer dans les publications, c'est la notion de fuseau lent et de fuseau rapide. Alors moi, dès le début, je ne comprenais pas très bien ce que c'était, surtout que nous, on voyait que c'était ni lent ni rapide, mais c'était avec une fréquence qui changeait. D'ailleurs, ton spectre ici montre bien que ce n'est pas une fréquence unique, hein, il y a un spectre étalé. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le fuseau, d'une façon générale, mais ça c'est un biais personnel sur ce qu'on a pu faire avec Julie il y a quelques années, mais je pense que c'est clair qu'un fuseau, c'est une dynamique oscillatoire qui change avec la fréquence. Et si les gens parlent de fuseau lent ou de fuseau rapide, c'est qu'il peut y avoir effectivement dans le fuseau une dominance d'une partie lente, et il se trouve d'ailleurs, entre parenthèses, que c'est 13 Hz qui séparent les lents des rapides. Donc, il peut y avoir des fuseaux qui ont une fréquence moyenne, en comptant les pics ici, qui tournent autour de 10, voire même 9 des fois Hertz. Et si on va regarder le fuseau dans toute sa globalité, on va s'apercevoir que, pas tout le temps, mais en général, assez souvent, le fuseau commence à être rapide au début et ensuite il ralentit. Et ce n'est pas systématique parce que des fois, le fuseau avorte avant même d'avoir cette partie lente, où il démarre déjà lentement, et puis finalement, peut-être que le processus ne va pas se réaliser complètement. Mais cette dichotomie fuseau lent, fuseau rapide est assez arbitraire.
mais elle est probablement due à ce pic que l'on voit, mais il y a une dispersion de la fréquence au sein même du fuseau. Ce n'est pas un processus stationnaire, loin de là. Donc simplement faire cette petite parenthèse, puis je trouvais ça intéressant que ni Nadia ni toi finalement vouliez en parler. Puis je suis amené à en parler parce que dans les publications, on voit souvent cette histoire de fuseau lent, fuseau rapide. Voilà, ferme la parenthèse. Un autre point, ici je présente toujours des tracés qu'on a pris sur C3. C3, ça prend pas, je veux dire, il y a la notion de changer de fréquence à travers le fuseau, mais il y a aussi la notion que certains sujets vont avoir plus de fuseaux lents ou plus de fuseaux rapides. Mais il y a aussi la notion de topographie. Je veux dire, en avant, les fuseaux vont être plus lents, en pariétal, vont être un peu plus rapides, on peut voir une propagation ou pas. Mais là, moi, tous les signaux que je vous montre, c'est sur C3. Puis personnellement, on a regardé la distribution fréquentielle souvent, puis on n'a jamais vu de bimodalité. On voyait toujours une distribution unimodale. Fait que dans mes études à moi, je n'avais pas le protocole pour vraiment réussir à différencier ces deux types de fuseaux-là. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas. Ça marche. Merci. Bon, maintenant, comme vous avez vu avec les premières images et même le petit sondage, ce n'est pas toujours facile d'identifier les fuseaux. Donc, de plus en plus d'équipes vont se tourner vers les détecteurs automatiques de fuseaux. Ça comporte des avantages, hein, c'est plus rapide, ça demande moins d'expertise, ça facilite la réplication des résultats. Il n'y a aucun biais intra-détecteur, c'est-à-dire le détecteur, tu peux le rouler à n'importe quelle journée, si c'est toujours sur la même nuit, il va toujours donner le même résultat, mais il ne va pas s'adapter à une condition, à une nuit, à un sujet. Puis, le gros problème avec les détecteurs automatiques, c'est qu'il y a un énorme biais interdétecteur. Chaque algorithme détecte son propre set de fuseaux. Donc, d'où la question de comment choisir le bon détecteur, comment justifier un détecteur, parce que vous pourriez ne pas voir les mêmes effets significatifs, dépendamment du détecteur que vous utilisez. Donc, c'est pas si simple. Tu sais, au CERN, je veux dire, le détecteur qui a été implémenté dans les outils est clairement celui le plus utilisé au CERN. Les gens vont l'utiliser parce qu'on a un outil qui nous permet de l'utiliser. Mais il y a d'autres équipes, l'équipe de Jean-Marc et de Julie, j'ai vu qu'ils ont plusieurs détecteurs d'implémentés. Avec Simon, on en avait plusieurs. Je sais que tu aurais essayé celui d'Aurélie, il retournait à celui qui utilise au CERN. C'est une question qui va devenir de plus en plus d'actualité, d'explorer plusieurs détecteurs. Donc, comment les choisir? C'est pas simple. C'est vraiment pas simple parce que souvent, les gens vont publier un détecteur, ne vont pas dire dans quel contexte ils l'ont utilisé, ils ne vont pas l'avoir testé sur beaucoup de sujets. Donc, c'est problématique. On essaie d'aider la recherche dans cette direction-là. Mais il y a quand même quelques aspects qu'on peut explorer. Donc, refaire une revue de littérature des détecteurs qui ont été utilisés dans votre contexte de recherche. Donc, souvent, un détecteur va être utilisé à maintes et maintes reprises parce qu'il a réussi à montrer un effet significatif dans une question de recherche. C'est super pertinent de l'utiliser pour être sûr d'être capable de répliquer et peut-être utiliser un deuxième détecteur si vous voulez changer, mais ça reste pertinent d'utiliser celui qui a déjà été utilisé. Il y a aussi Karine, oui. Ben justement, c'est ça. Si, mettons, il n'y a pas de détecteur pour les fuseaux en autisme, par exemple, ben, je dois en choisir un, mais je compare à quel étalon, à quoi je compare ça? C'est pour ça que il va falloir, l'avenue, ce qu'on a suggéré, disons, dans notre article MODA, où on a comparé plein de détecteurs que je vais vous présenter légèrement. Ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait inciter les chercheurs à essayer des détecteurs, mais pas... C'est comme on va apprendre à connaître les détecteurs à force de les utiliser. Un détecteur va s'avérer plus efficace à montrer des différences significatives dans une certaine condition. Puis s'il publie ce résultat-là, une autre équipe va pouvoir le réessayer et tout. Puis à un moment donné, on va avoir des détecteurs qui vont avoir leur niche. Mais ça reste encore plus rapide que le fer à l'œil? Je veux dire, après, une fois que c'est instauré et installé, c'est plus facile à utiliser. Mais je veux dire, par défaut, nous, notre étude, on l'a comparé aux humains parce que c'est le gold standard. T'sais, on veut au moins être capable de comparer à l'humain. Mais est-ce que les fuseaux détectés par certains détecteurs, ils ont une signification biologique ou pas? On ne sait pas, mais il faut les utiliser pour pouvoir répondre un jour à cette question-là. C'est un peu ça. Mais nous, pour l'instant, on le compare toujours à l'œil des experts. Je pense que c'est un départ, mais éventuellement, on va prendre confiance si un détecteur a été utilisé à maintes reprises dans plein de conditions, puis on commence à connaître ses performances. Mais là, on va venir à un point où on va pouvoir associer certains détecteurs à certaines questions de recherche. Mais au départ, ce n'est pas évident. C'est ça qu'on essaie de faire là,
en rendant disponibles les détecteurs, puis en essayant de les comparer entre eux, puis ça va être testé sur différentes cohortes. Parce que quand il y a une différence entre les experts et le détecteur, moi, ce que ça me dit, c'est que les deux sont bons, mais ils ne mesurent pas nécessairement la même affaire. C'est pas que le détecteur n'est pas bon, mais il mesure une caractéristique, ou il met l'accent sur une caractéristique, ou il en néglige une, puis ça devient spécifique à quelque chose, bon, on ne sait pas trop certain que c'est quoi, mais c'est sûrement bon, mais c'est pas la même affaire, parce qu'à l'œil, c'est peut-être la même chose aussi. On se fait un pattern, comme on a vu dans l'exercice de tout à l'heure, puis on détecte ou on ne détecte pas. Puis si j'entraîne une équipe à scorer comme moi, ben, on va tous voir 7 fuseaux, ou un fuseau, ou 3 fuseaux dans ton exemple 2. Mais ça va être très cohérent entre nous. On va mesurer quelque chose de spécifique, comme le détecteur le fait aussi. C'est pas que c'est pas bon, c'est comme, on n'a pas la même affaire. Mais comment réussir à savoir, à part d'implanter quelqu'un, moi, je pense que c'est des essais dans différentes conditions. On dit qu'ils sont bons, les détecteurs, mais pour vrai, on en a essayé beaucoup. Puis il y a des détecteurs qui détectent ça d'affaires. Je veux dire, il y a des détecteurs qui vont détecter un fuseau à chaque complexe QRS, à chaque corruption. On voit bien que ce n'est pas un fuseau, c'est un complexe QRS qui corrompt. Fait que ça va être des testés. Je veux dire, ce n'est pas sorcier. Là. Ça va être de prendre confiance et de tester. Bon, Mon deuxième point, c'est d'essayer de comprendre l'algorithme. Ça peut être fait à l'aide d'ingénieurs, mais si on détaille le fonctionnement de l'algorithme, on peut voir des gros problèmes méthodologiques ou pas. Puis on peut décider si c'est problématique pour notre question de recherche ou pas. Et on peut aussi essayer d'utiliser plusieurs détecteurs, mais ce n'est pas dans le but de tester tous les détecteurs puis de publier juste le résultat qui a été significatif. Je vais être obligée de... Le but, comme on a discuté avec Roger, ça serait de trouver la niche ou dans quel contexte un détecteur est meilleur. Peut-être, Karine, je peux ajouter quelque chose parce que c'est vrai que on le fait déjà, de détecter, je veux dire, par des experts, puis on fait vérifier si nos détecteurs fonctionnent par des experts. Puis quand on avait des cohortes toutes petites, ça fonctionnait. Par contre, là, on le voit même déjà, même au CEAM, pour certaines études, on commence à avoir des méga cohortes. Donc, méga en sommeil, ça reste encore quelques centaines de sujets. C'est déjà méga pour le sommeil. Mais avec toutes les PSG qui sont enregistrés partout, puis la constitution de banques de données, ben, nos cohortes deviennent gigantesques. Donc, ça devient parfois plus de 1000 participants, 1000 nuits. Donc là, de demander à des experts d'identifier des fuseaux sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de nuits de sommeil, ça va devenir un problème. Donc, les détecteurs deviennent absolument essentiels. Donc, pour détecter les fuseaux, puis ça va être la même chose pour les ondes lentes. On a besoin de ces détecteurs-là parce que les experts ne fourniront pas là, à détecter tout ce qu'on veut leur faire détecter. Donc, si je continue, pour mon premier point, je parlais de faire une revue de littérature, vérifier quel détecteur est utilisé. Moi, j'ai fait un peu l'inverse pour la présentation. Je sais que le détecteur le plus utilisé au CEAM, c'est celui qui est implanté dans les outils. Donc, généralement, les gens vont citer Martin 2013, qui est comme une des premières fois où l'algorithme est expliqué. Puis, ce n'est pas un article méthodologique, mais quand même, on expliquait la détection. Puis, cet article-là est comme encore cité abondamment, comme 20 fois par année, il est cité près de 200 fois. Donc, ce détecteur-là a réussi à montrer à maintes et maintes reprises des effets d'âge. Donc, si vous étudiez le vieillissement, c'est tout à fait justifié d'au moins essayer d'utiliser Martin pour répliquer, puis peut-être essayer aussi un autre détecteur. Puis ici, le deuxième point, je vous disais d'essayer de comprendre les algorithmes. Je vais vous montrer en détail un type de détecteur. Il y a des notions qui sont utilisées à travers beaucoup de détecteurs, mais il en existe tellement. Je pense qu'il y en a eu 20 cette année de publiés sur le SCAP. Puis, toutes les répertorier, toutes les analyser, ce serait vraiment une tâche gigantesque. Donc, mais je vais quand même montrer un exemple. Donc, Martin travaille sur l'énergie sigma qui va seuiller selon une valeur en centimes. Je vais y aller en détail. Donc, on voit ici un exemple de tracé EEG, 15 secondes, où Martin a détecté 2 fuseaux.
L'algorithme fonctionne sur le signal sigma. Donc, le tracé ici est filtré dans sigma. Et puis, il calcule l'énergie du signal sigma, l'énergie RMS pour root mean square. Donc, il prend une fenêtre de 0,25 secondes, les échantillons ici, il les met au carré, il fait la moyenne et applique un radical carré dessus. Donc, il a une énergie RMS à toutes les 0,25 secondes. Là, on voit que l'énergie augmente quand il y a des bouffées d'activité segment. Puis, il fait la distribution de toutes ces fenêtres-là, de toute la valeur de ces énergies-là. Puis, il va prendre la valeur aux 95 centiles. Donc, si vous aviez une distribution normale parfaite, ce serait l'équivalent de 2 fois les quartiles. Donc, dans ce cas-ci, il fait ça pour tout le nom REM2. Donc, il y a une valeur qui va être appliquée sur tout l'enregistrement, puis c'est basé généralement sur le nom REM2. Donc, ici, la valeur à 95 centiles était de 7,5 microvolts. Donc, toutes les boîtes qui dépassent 7,5 microvolts en énergie sont considérées comme un fuseau. S'il y a 3 boîtes, donc 0,75 secondes la détection, 3 boîtes, 0,75 secondes la détection. Ici, on voyait qu'il y avait une activité sigma, une petite bouffée, moins ample que les autres. Il y a une boîte qui aurait pu presque dépasser le seuil, mais étant donné que ça aurait été 0,25 secondes de longueur, que généralement on accepte entre 0,3 voire 0,5 secondes de durée, ça n'aurait pas été accepté comme un fuseau. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la durée du fuseau, la résolution n'est pas très grande avec Martin, parce que la résolution, c'est de 0,25 secondes. Donc, votre fuseau est soit de 0,5 secondes, soit de 0,75, soit de 1 seconde. Voilà. L'autre détail. Karine? Oui. Le percentile ici, le 95, ouais. C'est calculé sur la page ou sur autre chose? Sur tout l'ensemble du nom REM2. OK, c'est important ça. Merci. C'est important, surtout que c'est un pourcentile. C'est rare. Là, généralement, les détecteurs vont utiliser une standard deviation. Fait que là, il y a 5% de toutes tes fenêtres qui sont catégorisées fuseaux, assurément. Mais s'ils ne sont pas assez longs, s'il y a juste une fenêtre, bien là, ça ne rentrera pas dans le critère de durée du fuseau, donc ça ne sera pas un fuseau. Et c'est pour ça que Martin va généralement toujours détecter des fuseaux. Donc ici, je vais vous montrer justement les différentes caractéristiques de fuseau selon plusieurs algorithmes. Donc, c'était une étude qu'on a publiée MODA en 2020. Je vous montre la distribution des caractéristiques moyennes par sujet à travers 180 sujets. Ces 180 sujets-là, il y en avait des jeunes et des vieux. C'est tous tiré de la database MASS pour Montreal Archive Sleep Studies, qui a été publiée en 2014 par Aurel. Donc, ici, je vous montre une distribution. Donc, c'est un histogramme vertical qu'il y a sa symétrie. Donc, plus c'est large, plus il y a de sujets. Moins c'est large, moins il y a de sujets. GS, c'est pour Gold Standard. C'est les annotations des experts. On a demandé à... Bien, il y a 30 experts dans l'étude, mais il y a 5 experts qui ont scoré chaque époque. Puis on a fait le consensus, on a extrait les spindles, puis on analyse leurs caractéristiques ici. Donc, pour les experts, la densité moyenne de fuseaux était d'environ 4 spindles par minute. Puis il y avait beaucoup de sujets qui avaient entre 0 et 6 spindles par minute. On s'entend, on n'a pas demandé aux experts de scorer toutes les nuits. C'était seulement des segments à travers la nuit. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui étaient à 0 n'avaient aucun spindle dans toute leur nuit, mais il y avait manifestement moins de spindles parce qu'il y avait assez de segments pour que ce soit représentatif de la nuit. Là, on voit les A, les étiquettes A, c'est pour détecteurs automatiques, donc A2, A3, A4, c'est tous des détecteurs différents. On a analysé les caractéristiques sur les mêmes segments qui étaient scorés par les experts. Donc, si je vous guide vers Martin, qui est le détecteur utilisé au CEAMS, la bonne nouvelle, c'est que la densité moyenne des fuseaux était sensiblement la même que les experts. Sauf que la variabilité de la densité est plus faible. La majorité des sujets, des 180 sujets, avaient entre 2 et 4,5 fuseaux par minute. Au niveau de la durée moyenne des fuseaux, les experts ont montré que la durée moyenne à travers la cohorte était de 0,8 secondes. Martin montre une durée un peu plus courte, en bas de 0,7 secondes, mais surtout, c'est que la variabilité est encore un peu plus faible. La majorité des sujets avaient entre 0,6
6 puis 75 de durée de fuseau. Donc, la variabilité est un peu plus faible, mais c'est pas dû à la méthodologie, comme j'avais expliqué précédemment. Puis au niveau de l'amplitude, la bonne nouvelle, c'est que l'amplitude moyenne et la distribution à travers la cohorte est sensiblement la même pour tous les détecteurs. C'est une mesure qui est facile à voir, sauf A2. Mais A2, il est particulier, c'est un détecteur qui est très, très précis. Ça veut dire qu'il détecte que les fuseaux qui sont amples et longs. Donc, la densité est super faible parce que juste est meilleur. La durée moyenne est très longue et l'amplitude moyenne est très haute. Ici, je ne vais pas en parler, c'est juste la référence de chacun des détecteurs qu'on a testés. Puis je termine. Oui. Oh, OK, termine, puis on va poser les questions après. Ah, OK, j'ai pas. Okay. Donc, c'est tout pour les fuseaux. L'année prochaine, on va aller plus en détail. Là. Mais ce qu'on veut faire avec la nouvelle application de CIAM, c'est vraiment de vous permettre d'utiliser plusieurs détecteurs de fuseaux. S'il y a des demandes pour certains détecteurs de fuseaux, on va le faire. On va assurément implémenter Martin, on va voir pour les autres. Puis, on voudrait aussi vous aider à valider. Donc, on voudrait quand même l'application, que ce soit facile de regarder les tracés EG avec les détections. Puis, avoir aussi un rapport détaillé, c'est qu'on peut lister, ajouter des caractéristiques qui vous intéressent. Voilà tout. Merci beaucoup, Karine. On a bien hâte d'avoir tous ces détecteurs-là puis les tester. Là. Je pense que ça va être... On vous parle souvent de la nouvelle application, là, mais Karine, il travaille très fort avec David. Donc, on souhaite que tout ce qu'on vous présente comme type d'analyse, que ce soit du rejet d'artefacts, du filtrage du tracé, de l'analyse spectrale, le fuseau, ondes lentes, connectivité, qu'on puisse regrouper ça dans toute une même application, open access, multiplateforme, donc qui peut aller sur des ordinateurs, sur des systèmes OS, Windows, etc., puis qui va être adapté au sommeil parce que c'est quelque chose qui est difficile. Hein? Souvent, on a des types d'analyses qu'on peut faire avec d'autres logiciels, mais qui ne sont pas adaptés au sommeil. Donc là, c'était une super présentation. Merci beaucoup, Karine. Il y a une question qui est posée, puis moi, je ne suis pas l'experte, mais je vois qu'il y a des experts dans le groupe. Mais on nous demande s'il y a des effets d'âge sur l'amplitude des fuseaux. Ça fait que je ne sais pas c'est qui, mais nous, on en a vu, là, parce que dans justement la cohorte de masse, c'est tellement de jeunes et de vieux qu'on a pu comparer. Mais donc, presque tous les détecteurs et les experts y ont vu une différence. Donc, l'amplitude baisse, la durée raccourcit, puis la fréquence, l'occurrence aussi baisse. On a vu un effet significatif sur tous les cas. Mais j'imagine qu'il y a d'autres chercheurs qui peuvent mieux répondre. Et autant que je me souvienne, ils sont plus rapides chez les vieux. La fréquence d'oscillation? Oui, je crois, oui. Ah, ça, on n'a pas testé. Pierre-Olivier? On n'a pas vu de différence. Je ne sais pas si Pierre-Olivier peut commenter avec son étude. Ouais, il faudrait que j'aille revérifier. Je ne me souviens pas exactement de l'amplitude. Okay. J'espérais que je n'allais pas avoir... T'espérais que je n'allais pas te pointer, là. Exactement. Donc oui, il y a des effets d'âge. Il y a des effets aussi de sexe homme-femme sur les fuseaux que je ne connais pas bien, puis c'est l'expertise du laboratoire de Julie Carrier. Donc oui. Est-ce qu'il existe une plateforme d'entraînement en ligne pour s'entraîner à détecter les fuseaux pour devenir un expert, Karine? Ben, moi, j'en connais pas. Il y a eu notre étude MODA où on a achalé tellement de techniciens pour qu'ils scorent pour nous, et même des chercheurs et même de la population normale. Mais puis on a réussi à faire accréditer les cours, le scoring par les crédits. Là, mais il faudrait demander aux techniciennes si eux ils ont accès à des outils pour se pratiquer. Non, Sonia fait non, Hélène fait non. Malheureusement, non. Puis je pense qu'un autre volet à la question, c'est est-ce qu'il y a des outils pour se pratiquer à scorer les PSG? Fait que je ne sais pas si Sonia dit oui. Lise peuvent répondre à la question, là, parce que moi, je ne les connais pas. Bien, en fait, pour le scoring, c'est la ASM, c'est payant. Je l'avais mentionné au cours de scoring. Là. Donc, c'est 200 époques habituellement qui sont disponibles par mois. On prend un abonnement annuel, là, puis ça peut être, dans le fond, l'organisation qui abonne ses employés, comme ça peut être des abonnements individuels. Est-ce qu'au CEAM, on est abonné du côté recherche? Ou... Recherche et clinique, parce qu'on essaie d'être concordant, même si on
on est séparés un peu, là, ce qui se fait en recherche clinique, vu qu'on est un centre, on essaie d'être concordant, puis on est même affilié avec, probablement que si Élise est abonnée, probablement qu'elle joint notre cohorte, parce qu'on essaie que le CIUS, en fait qu'on a la pneumo avec nous, tout ça, fait que s'ils font, on peut être tous comparés. Fait qu'on a notre résultat individuel par rapport à l'international, tous ceux qui ont participé, puis on peut avoir les résultats aussi par organisation. Est-ce que les étudiants peuvent le faire? Il faut que le chercheur paye, il faut que ce soit inscrit, là. À ma connaissance, il y a juste les employés là, présentement pour qui on a payé puis qu'on a donné accès. Est-ce que vous avez peur qu'il diminue votre moyenne de performance? Mais on pourrait les mettre d'une catégorie à part pour ceux qui ont peur à leur moyenne. Puis je pourrais dire la même chose pour les chercheurs, en tout cas les plus... ceux qui n'ont pas connu de scorer eux-mêmes leur nuit comme moi, là, je descendrais votre moyenne. Juste une question, quand vous pratiquez à noter les stades avec le logiciel de ASM, est-ce que vous précisiez les fuseaux ou c'est juste de dire c'est un stade 2 puis à cause que vous avez eu un fuseau, mais vous n'avez pas besoin d'identifier? Non, c'est vraiment un scoring de 200 époques sur les stades. On indique combien on voit de micro-éveils, puis les événements respiratoires et les mouvements de jambes. Fait qu'à chaque mois, la problématique change. Ça peut être un mois, quelqu'un avec un CPAP, tout ça, on a un court résumé. Puis il y a aussi une plateforme pédiatrique. Moi, je n'ai pas vraiment pratiqué la pédiatrique, là, j'ai resté dans l'adulte, là, mais si on est abonné, je crois qu'on a accès aux deux, là, on peut faire les deux si on veut. Puis je pense qu'un centre pourrait s'abonner juste pédiatrique s'il voudrait aussi, là, je pense que... Merci. Il y a une question de Hugo. Bonjour, moi j'aurais une petite question pour Karine. Je pense qu'elle doit savoir que j'aurais une question parce que je vais déjà envoyer un mail et on parlait par mail hier là-dessus. C'est sur ton avis sur le choix de quelle détection utiliser. Quand tu expliquais de regarder la littérature, la compréhension de comment le rythme, et surtout parce que moi du coup je travaille sur le couplage, les slow oscillation et les spindles, et la plupart des fuseaux de sommeil, pardon, et la plupart des papiers qui existent, ils ont une détection basée sur une RMS. Et donc ma question c'est est-ce que c'est quoi l'avantage d'aller chercher une détection un peu plus élégante entre guillemets comme le A7 ou le A9 dans ton papier, ou parce que c'est sur les deux sur lesquels je suis en train d'essayer de galérer à faire fonctionner. Est-ce qu'il y a un avantage à aller chercher cette détection un peu plus élégante, ou est-ce que on se dit bon ben la plupart des gens font basé sur du RMS, donc je vais partir sur du RMS et tant mieux ou tant pis quoi. Je sais pas pour les ondes lentes, parce que étant donné que c'est un signal assez ample, qui est peut-être moins subtil que le fuseau, mais pour vrai, je parle pas à travers mon chapeau, j'ai jamais eu à détecter les ondes lentes. Je sais pas, peut-être que les résultats sont suffisamment bons. Est-ce qu'il y a eu des comparaisons avec les experts et tout? Est-ce que tu connais la littérature sur le sujet? Des spindles, hein. Que la partie fuseau de sommeil, la partie onde lente, genre c'est à côté, mais la partie détection des fuseaux de sommeil sur ces datasets qui se concentrent sur le couplage, quoi. OK, mais pour le couplage, c'est un point intéressant. Souvent, l'onde lente, elle peut des fois cacher le fuseau. Tu sais, des fois, on va bien voir, là, dépendamment d'où il se situe sur le fuseau. Si c'est dans le creux, on va bien voir osciller, ou des fois sur la pente. Peut-être que les gens utilisent RMS pour être sûr de dire, OK, ici, il y a une bouffée sigma, puis la bouffée sigma, elle arrive où pendant l'onde lente? Fait que sûrement que c'est une problématique qui vont réussir à surpasser s'ils prennent la valeur RMS et qu'ils n'essaient pas nécessairement d'aller cibler un fuseau avec une méthodologie complexe. Mais je ne pourrais pas plus te répondre que ça. Exemple, c'est ça, les gens, mon détecteur de fuseau, je sais qu'il y a un biais, il ne va pas détecter aussi facilement un fuseau dépendamment où il est situé dans l'onde lente. Comme là, dans ce cas-là, ce ne serait pas mon détecteur le plus approprié, mais en même temps, il réussit à en détecter beaucoup. Peut-être que la valeur RMS serait plus appropriée. Ça serait détesté. C'est ça, on n'a pas la réponse. Il y a tellement de détecteurs qui existent que tant qu'on ne les utilise pas constamment dans un contexte pour les comprendre, c'est difficile de justifier leur choix. Comme la A9, moi, que je pensais qu'il était hyper robuste au bruit, que là, tu viens de me montrer que peut-être que non. Puis que j'aimerais que vous publiez ce résultat-là pour comme enchérir ce qu'on a déjà publié dans Moda. Oui, on a pris une décision, on a pensé, on a fait une hypothèse sur un petit contexte, mais si on le met dans un autre contexte, finalement, le détecteur n'est peut-être pas aussi magique, mais si vous ne publiez pas vos résultats, il n'y a jamais personne qui va le savoir. T'sais.
Non, mais c'est sûr que nous, on va continuer d'explorer ça et je vais, comme tu m'as conseillé, je vais essayer de les contacter pour voir si eux, ils ont des paramètres à nous conseiller. Mais c'est juste que, genre, en tant qu'utilisateur, quand on a tous ces détecteurs à disposition, c'est vraiment compliqué de choisir parce que on a tous alors, des détections, des sommes de détections très différentes et ça va être dur de tout vérifier visuellement. Et donc voilà, donc du côté de la personne qui utilise des détecteurs, c'est pas toujours simple de faire le choix et Tout voilà, c'est à pour fait avoir ton avis. Mais en d'accord. tout cas, merci beaucoup. Ouais. Je sais. Voilà. Pierre-Olivier, tu avais une question? Ben, en fait, je voulais juste revenir, là, j'ai fait mes devoirs. Là. Donc, j'ai des pour ce qui est de pour ce qui est des fuseaux, en fait, là, avec le vieillissement, donc l'amplitude diminue avec le vieillissement. La puissance spectrale aussi. Et il y a aussi des différences hommes-femmes, là, comme tu disais. Donc, les femmes ont des fuseaux qui vont être plus rapides. Et ils ont aussi des fuseaux avec une plus grande amplitude là, comparé aux hommes. Super, merci. Ça s'explique peut-être par la grosseur de leur cerveau, puis qui des fois explique les changements qu'on va voir à l'EEG. Pas du nombre de neurones, hein, je parle vraiment de la longueur du trajet à effectuer entre le thalamus et le cortex chez les femmes, là, qui pourrait expliquer peut-être les fuseaux plus rapides. Ben, c'est ça qu'on a vu, en fait. Là. Donc, on est encore en processus de révision, mais oui. Donc, mais c'est indépendamment de la grosseur du cerveau. En fait, c'est vraiment juste la distance entre le thalamus et le cortex pour ça. Super, merci beaucoup. S'il y a pas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, j'en vois pas d'autres. Zoran qui voulait qu'on définisse élégant, là. Je ne sais pas si... Pour les détecteurs, je pense qu'il y a un niveau d'élégance qui est inversement proportionnel à la complexité de ce que je comprends, là. Fait qu'on aime ça minimaliste ou élégant. Excellent. Donc, on va se voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler d'ondes lentes, de couplage, de vitesse de transition dans l'onde lente. Je pense qu'on va y aller assez poussé dans tout ce qui est analyse d'ondes lentes. Fait que je vais vous laisser sur ce, puis on va se voir la semaine prochaine avec les ondes lentes. Merci beaucoup à Karine pour ces 2 présentations, là, son programme double aujourd'hui.